Bon, alors, donc je vous rappelle ma réflexion, ma réaction à la dernière séance du séminaire où on avait vu défiler, décliner pas mal de disciplines au sein des sciences humaines et sociales. Bienvenue, ça. Mais la linguistique, les sciences du langage étaient vraiment absentes. Bon, c'est pas une surprise, c'est ce qui se passe en général. On cite l'histoire, la sociologie, l'économie, et éventuellement on va jusqu'au droit. Mais la linguistique, c'est affaire de spécialistes, de gens qui sont enfermés dans leur grammaire et leur système. Alors j'ai protesté, j'ai dit quand même, il faudrait aussi faire une place à la linguistique dans notre interdisciplinarité. Ah, ben tu ne veux pas intervenir la prochaine fois? Et voilà comment je me retrouve introduire aujourd'hui avec vous, donc un petit aperçu, un petit regard sur, alors, sur quoi? Langue, langage et fabrique de la réalité. Alors, langue, langage, pour dire qu'on a là deux termes, deux concepts qui sont utilisés dès le départ et bien avant même la fondation, on va dire, de la linguistique, de la langue comme objet d'études scientifiques. C'était en 1915 avec Ferdinand de Saussure. Déjà, on parlait de langage et bien avant lui. Et pour Saussure, il a été question dans l'océan du langage de sélectionner un objet qui fut susceptible d'une approche scientifique et donc de théorisation, de modélisation, etc. Donc, je reprends tout de suite, langue, langage. On verra, nous, pour les sciences humaines et sociales, ce qui est peut-être le plus intéressant dans ce qu'on appelle aujourd'hui, conformément à l'étiquette qu'a donnée le CNU à la section 7 des sciences du langage, qui est passée de linguistique à sciences du langage. Quant à fabrique de la réalité, je vous dis tout de suite quelle est l'intention. C'est, souvent, on traite le langage comme transparent à la réalité à laquelle il fait référence. Il ne fait que renvoyer à ce qu'on appelle la référence, l'objet dans la réalité, un arbre, bah oui, un arbre, c'est ce que c'est voilà. Hein? Or, c'est pas si simple que ça, et le langage est infiniment... Bon, les sociologues, je crois, sont sensibles à cela. Hein, la réalité est configurée à des fins diverses par ceux qui ont le langage à leur disposition pour faire au langage ce qu'ils souhaitent, là où ils veulent arriver grâce à lui. Voilà, alors nous sommes deux à intervenir, donc moi-même, qui me situe dans une linguistique dite des interactions, interactionnelle, et donc c'est le langage entre des individus qui parlent et partagent ensemble une activité. Donc le sens circule et à tout moment, on vérifie qu'on se comprend bien et que c'est bien ça qu'on est en train de faire et chacun peut tour à tour ajouter sa part à l'activité et l'amener à son terme. C'est ce qu'on appelle la conversation. Et donc il y a tout un courant qui s'est construit à partir de la sociologie sur la côte ouest à UCLA, à Los Angeles, avec Garfinkel au départ, donc en sociologie, l'ethnométhodologie, qui a hérité d'un élève de Goffman, Harvey Sachs, et qui a fini par s'intéresser particulièrement au langage comme forme sociale, comme activité sociale, du fait qu'on pouvait l'enregistrer. Les premiers magnétophones arrivaient, et donc on pouvait revenir sur des données, les réanalyser, les soumettre à des collègues, discuter, etc., ce qui a donné une activité très répandue dans ce courant de l'analyse conversationnelle qu'on appelle les data sessions, où on se met ensemble et on étudie des données, et chacun dit ce qu'il y voit. Voilà. Alors Florence Brolondali ensuite, et puis Marie Végnard, donc nous parlerons plutôt d'analyse du discours. Oui. Et donc ces objets de nature, qu'est-ce qu'on va dire, linguistique ou langagière? Voilà, vous voyez, on est obligé de choisir. Et qui nous présente donc un état de la réalité tel qu'il convient de la considérer, de l'utiliser, d'en tirer des conséquences, etc. Les choses étant ce qu'elles sont, chers amis, dans cette situation, nous ne pouvons pas faire autre chose. Et donc, si vous le voulez bien, on se met au travail.
Premier pas, deuxième pas, troisième pas, puis ça y est, c'est parti. Voilà. Alors, donc, très vite, je vais essayer d'aller vite, hein, de ne pas être bavard comme on l'est à mon âge. Vous parlez la langue, concept sur lequel la linguistique s'est construite, s'est constituée. Pour nous, Européens, c'est Saussure. Oui? Ah ben voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je me disais merci Harry. Ce serait dommage, vu le chef-d'œuvre. Mais c'est bien, laissez comme ça, parce que c'est tout à fait bien lisible. Bon, on gagnera du temps comme parfait. ça. D'accord. Donc, langue. Dire un mot rapidement des leçons de la linguistique dite structurale, qui a ouvert le champ de la description des langues telles qu'elles fonctionnent, avec le mot fonctionner, c'est-à-dire que le concept de fonction est central pour décrire la langue comme un système. Et donc on a développé, on continue à le faire, un discours scientifique, c'était ça l'exigence, sur la langue constituée en objet scientifique autonome. Les linguistes ont pensé la langue un peu comme un mécanisme d'horlogerie, une montre. Quelle que soit l'orientation du poignet, l'état de la météorologie, le degré ambiant, elle marque l'heure. Et elle est indépendante donc de tout facteur externe. Elle dépend des règles de fonctionnement de son mécanisme. Et donc la langue a été décrite sur cette base-là, comme un système autonome. C'est extrêmement important, qui a obligé à libérer le langage de tout ce qui ne participait pas à la nature de système de la langue. C'était l'hypothèse initiale. Alors ensuite, j'aborderai très vite un petit exemple de formes linguistiques qui sont entre l'autonomie, on pourrait dire, entre énoncés, comme lorsqu'on donne dans le dictionnaire, vous avez des phrases qui montrent la place que peut prendre un mot du dictionnaire dans un énoncé. Bleu, le ciel était bleu. Voilà. Voilà. Bleu figure comme attribut de ciel, après un attribut du verbe être, etc. Machin, tout ça. Voilà. Et vous avez donc ce qu'on appelle un énoncé. Et accent aigu, c'est un participe passé, c'est quelque chose de produit, c'est le produit de l'utilisation de la langue. Alors, il y a des formes qui sont dans les énoncés, effectivement, mais qui ne sont pas interprétables directement par les informations que livre l'énoncé. J'étais l'autre jour, on va voir. Mais attendez, si vous voyez un livre, vous l'ouvrez, c'est qui je... On va voir ce que c'est. Mais on est obligé de sortir de l'énoncé, de sa définition, de ses contraintes linguistiques, et aller chercher ailleurs comment interpréter qui est ce sujet. D'accord ? Donc on va voir ça. Donc, forme linguistique autonome, ok, mais pas toujours. Et certains sont allés très loin pour dire aucune forme n'est autonome, indépendante de ce que j'aborde dans le troisième point, pratique langagière et langage dans l'action. Donc là, je parlerai catégorisation et catégorie chez les participants. Donc revenant à mon domaine de prédilection qui est l'interaction, la mise en relation de sujets dans une activité d'élaboration de sens. Right? Ça va? Alors, langue-langage, un petit rappel historique, je ne vais pas m'attarder parce que c'est pas ça que je crois qui intéresse le plus les sciences humaines et sociales. Enfin, telles qu'elles sont réunies et qu'elles sont invitées à dialoguer et à s'enrichir mutuellement dans ce programme Société plurielle. Langue, donc à sa fondation, donc c'est Saussure 1915, c'est le cours de linguistique générale. La linguistique se donne pour objet d'étude la langue en elle-même, pour elle-même, dit Saussure, parce que jusque-là, elle avait été servante de l'histoire. Philologie, établissement des textes, la meilleure version parmi plusieurs versions plus ou moins bien traitées par des copistes, des recopieurs, des moines distraits, et donc les linguistes travaillaient très finement pour fournir à l'historien un document fiable. Et l'historien ensuite travaillait sur ce qu'apportait ce texte comme témoignage d'un certain moment de l'histoire. Voilà. Alors, la langue en elle-même, pour elle-même, constituée en un système fini, c'est extrêmement important,
on peut décrire la langue. Ces éléments sont en nombre fini et invariant de signes. Il y en a qui se créent tout le temps. Donc, d'une certaine manière, on va dire, oui, le lexique est un inventaire de forme, un inventaire ouvert. Mais, pour le reste, ce qui constitue de façon, au sens étroit, la grammaire, les éléments sont en nombre fini. On peut en faire la liste. Et d'ailleurs, on comprend que ce soit fini parce que chaque élément dans la liste ne prend valeur que dans ses relations avec les autres. Donc, il faut avoir l'ensemble des éléments pour voir ce que vaut chacun par rapport aux autres, ce que vaut dans ses différences. Et ça fonctionne. Ça a été le modèle initial très fort au niveau des sons, qui ne sont pas que des façons des sons, des consonnes, des voyelles plus ou moins longues, plus ou moins hautes, plus ou moins basses, plus ou moins nasalisées, etc., au gré de celui qui parle, selon qu'il a bu du Bordeaux ou bien de l'eau fraîche, et qui modifierait quelque peu sa prononciation. Non. Il y a dans les sons, quelle que soit leur variabilité dans leur nature physique, acoustique, il y a quelque chose qui les tient, chacun en relation avec tout le système des autres sons de la langue. C'est ce qu'on appelle le système phonologique d'une langue. C'est pour ça que les linguistes parlent de phonèmes à côté des réalisations phonétiques des phonèmes. Donc on va travailler à un niveau d'abstraction où là le système est invariant, clos, fini. Et c'est ça que veut atteindre la description d'une langue. Alors les signes, bon, Saussure démarre le cours de linguistique générale aux hautes études, c'était au coin de la rue Saint-Jacques et de la rue des Écoles, au premier étage, en réfléchissant et en proposant une définition du signe. Non pas au début c'était concept, image acoustique, il dit signifiant, signifié. Voilà. Il y a une forme et il y a un contenu, si vous voulez. Un signifiant et un signifié qui sont indissociables l'un de l'autre, comme le recto et le verso d'une feuille de papier. Voilà. Donc tous ces signes, quels qu'ils soient dans la langue, mais aussi ceux qui sont privés de sens, les sons, les phonèmes, sont définis par leur relation mutuelle indépendamment des usages de chacun. Où là, on est au niveau de ce que Saussure appelle la parole qu'il distingue, donc c'est individuel. C'est une réalité individuelle, soumise à tous les accidents, à tous les imprévus, de la vie, du temps, etc. Et donc, il y a un système indépendant, totalement indépendant des usages individuels. La preuve en est, dit Saussure, c'est qu'on peut travailler sur des langues mortes, dont on n'a même pas accès à la prononciation. C'est vrai à travers une certaine représentation de ces unités qui intéressent le linguiste, c'est l'écriture. Bon, voilà, je ne veux pas m'attarder là-dessus, je crois que c'est assez connu ce genre de choses. Alors, autre chose importante, la langue est invariante dans son ordre interne, et là la linguistique a pris le chemin de la science, qui construit des lois qui ne souffrent pas d'exception. On est dans la physique. Et c'est cette logique scientifique qui a été choisie, très clairement. Alors que les sciences du vivant, avec Darwin, l'évolution des espèces, etc., choisissaient, rendaient pertinente et faisaient comme objet, transformaient en objet d'étude la variation, les variétés. La langue est partie à l'opposé. Vous voyez, on voit très très bien la bifurcation. De telle sorte qu'aujourd'hui, avec le langage, sur lequel je vais arriver tout à l'heure, on cherche à réintroduire l'étude de la variation, parce qu'elle est porteuse de sens infiniment plus que ce qu'on pouvait en penser en constituant la langue comme un système clos, avec le signifié enfermé dans des unités de sens, qu'étudie la sémantique. Partie donc d'une science plus large des signes, la sémiologie. Voilà, donc la langue invariante dans son ordre interne, entendez par là toutes les relations entre pièces constitutives du système, est assimilée à une institution sociale. On est dans du Durkheim, du côté de la représentation sociale du langage. C'est une institution qui domine les individus qui n'y peuvent rien changer. Donc on est dans un modèle assez déterministe où l'individu ne peut que se soumettre aux règles de l'institution sociale. Et donc l'image vient tout naturellement du code grâce auquel, c'est le principe d'explication, pourquoi se comprend-on dans une communauté linguistique? Il y a un groupe qui utilise le même code
Donc, on a envie de dire quelque chose, on va aller chercher les signifiants associés aux signifiés qu'on veut transmettre, on va coder un message, le transmettre grâce aux vibrations de l'appareil phonatoire, les petites molécules de l'air et tout. Ça va frapper le tympan de celui à qui on s'adresse, qui va identifier un signifiant, puisqu'il connaît le code, et pouvoir y associer les signifiés correspondants. Associés. Et voilà pourquoi on se comprend, c'est pas compliqué, codage, décodage, voilà. Ça va tout seul. C'est ce qu'on appelle une approche informationnelle de la langue. La langue transmet des informations, un peu comme un train et ses wagons. Chaque mot, véhicule sont signifiés. Alors, bon, on remplit le wagon, puis après on le vide et on se comprend. Bon, c'est un peu rapide, il y a peut-être... je connais des collègues qui ne seraient pas... qui diraient, oh, quand même, tu vas un peu fort. Enfin, bon. Alors, et maintenant le langage. Donc, vous voyez la langue, hein, c'est un truc très, très restreint, très, j'ose pas dire réduit, parce que c'est une erreur de faire du réductionnisme ou de la réduction, mais vraiment, dans le phénomène extraordinairement complexe du langage, on se sélectionne un objet simple. On va dire les choses comme ça, même s'il se révèle complexe. Alors, que faut-il entendre par langage maintenant? Alors, il y a on pourrait dire, il y a deux approches. Ce que les linguistes dont je viens de vous parler, les traditions linguistiques de la linguistique du système, disent, c'est l'ensemble hétérogène des manifestations individuelles de la parole. Et on retourne dans l'océan de la conduite en partie imprévisible des individus. On est dans le monde de la contingence avec tout ce qui peut arriver que le système n'a pas prévu et contre lequel le système se défend, bien entendu. Voilà. Donc, ensemble hétérogène des manifestations individuelles de la parole avec la structure sous-jacente qui en détermine les formes, les mouvements phonatoires qui président à la phonation, les aspects acoustiques, cognitifs, et patati, patati, patata, et on développe toutes sortes de domaines qui viennent apporter leur éclairage au langage comme faculté humaine, comme fait social, comme élément support de l'histoire, comme peut-être dépendant des climats. Hein, on dit que les Esquimaux, par le grand froid, évitent les bilabiales, ou bien les consonnes, il faudrait mouiller les lèvres parce que ça gerce. Ça ne fait pas rire, bon, etc. Voilà. Donc, le langage dans la linguistique, c'est sortir au-delà des limites de la langue et entrer dans tout ce que peut saisir, observer ceux qui s'intéressent à ce phénomène humain qui touche à la circulation du sens, à sa production, à sa reconnaissance. Alors, il y a un autre courant qui s'est développé, qui a mis l'accent beaucoup sur la variation et sur l'organisation sociale de l'usage de la parole. Et là, on a eu des sociologues qui travaillaient sur de la relation intersubjective entre des sujets. Comment font-ils et quelles sont là les méthodes, puisqu'on était dans un courant qui a été baptisé par son fondateur ethnométhodologie. Les peuples, les populations, pour produire l'ordre dans lequel elles vivent et trouvent sens à chacun, à elles-mêmes et au monde, construisent un ordre. Elles le produisent et le maintiennent. Alors, et pour cela, eh bien, les gens, les populations ont des méthodes. D'où le terme proposé par Garfinkel, ethnométhodologie. La science des méthodes mises en œuvre par les populations pour produire l'ordre dans lequel elles se trouvent bien. C'est-à-dire que ça a du sens, c'est intelligible, on se connaît les uns les autres, on se reconnaît et on sait où on va. Voilà. Le monde devient prévisible. Donc, nos sociologues de UCLA, à Los Angeles, donc, ont développé une linguistique des interactions et comme l'activité privilégiée pour développer ce courant a été la conversation. Ils ont appelé ça Conversation Analysis. Donc, analyse conversationnelle. En anglais, c'est CA. En français, CA. Juste un petit problème de syntaxe et de prononciation. Voilà. Donc, à ce moment-là, pour cette linguistique-là, le langage désigne l'ensemble des formes produites par des participants. On ne veut pas d'un système détaché de qui s'en sert. Il est constamment sous la maîtrise
le bricolage des participants, de ceux qui s'en servent, et en situation. L'ensemble des formes produites par des participants en situation. On pourrait dire que c'est une linguistique des formes situées. Donc on est à l'opposé de la décontextualisation à laquelle s'est livrée la linguistique dont j'ai parlé précédemment. Donc, et ce que font les participants, c'est se rendre mutuellement intelligible l'accomplissement verbal, avec des ressources verbales, et je ne dis pas linguistique, petite différence, d'une activité co-constituée, qui donc aboutit, prend sa forme dans une coopération entre les participants. Voilà, donc je vous propose de retenir pour langage, forme verbale située, en relation de réflexivité. Madalina va reconnaître un programme sur lequel elle m'a rappelé alors. En relation de réflexivité avec la situation de leur production. C'est-à-dire que les formes linguistiques prennent sens, les formes verbales prennent sens dans la situation où elles sont produites. Est-ce que c'est un fou qui parle ou est-ce que c'est un type génial? Alors, on va commencer par situer ceux qui sont là et participent à la forme de la situation, ce qu'on appelle le cadre, en termes techniques, le cadre participatif, le cadre de participation. Et à ce moment-là, donc, si la situation est une réunion de gens géniaux, ils vont en retour développer, être créatifs sur le langage, trouver peut-être des moyens de dire ce qui jusque-là n'avait pas été dit, etc. Bref, les mots prennent valeur dans une situation qui, en retour, dynamise, si on peut dire, le langage. Donc on a là une approche du langage extraordinairement dynamique. On est diamétralement, on est très loin des affirmations initiales de la linguistique du système qui est là et ne bouge pas. Ok ? Voilà. Alors, j'en viens à mon deuxième point. Vous savez, ces formes qui sont sans doute des formes qu'on trouve souvent dans les énoncés, mais qui sont au-delà de l'énoncé. Hein, on a envie de dire entre énoncé et situation. Pas entre, parce qu'elles appartiennent aux deux. Ouais. Alors, je vous propose l'un des petits sous-systèmes, en reprenant un concept de la linguistique, un sous-système. Le système de la langue est un ensemble de sous-systèmes, etc. Hein, l'un des petits sous-systèmes de la langue française, celui des pronoms dits personnels qu'on apprend à l'école. Très tôt, je, tu, il, nous, vous, il, hein, le singulier, le pluriel, personne 1, 2, 3. Hein, et puis, bon, si on veut, 5, 4, 5, 6, mais qui ne sont que le pluriel de 1, 2, 3. Hein, je, nous, dont Benveniste disait, ben oui, le nous, c'est une expansion du je. Hein, nous qui sommes ici, chers amis, c'est je étendu jusqu'à vous. Voilà. Alors, que dit Benveniste de ce petit paradigme de forme, cette liste fermée de formes? Je n'ai pas mis on. Hein, il pourrait figurer à côté de il, elle. Voilà. Donc, j'oublie un peu ma grammaire française, ma description de la grammaire française. Il fait deux remarques, Benveniste, qui s'intéressent plus particulièrement à l'activité de production d'énoncés, ce qu'il appelle l'énonciation. Je n'est interprétable qu'en situation d'énonciation. Je a pour référent celui qui dit je. Comment définir je? Ah ben c'est celui qui l'utilise, c'est celui qui dit je qu'est je. Donc ça peut être un homme, une femme, un enfant, ce qu'on voudra, c'est un chien si on le fait parler, ou c'est Mickey, c'est je sais pas quoi. Ah, moi, ah. Je n'est interprétable donc qu'en situation d'énonciation. Si on s'amusait à faire un schéma, si l'énoncé est une ligne, tout d'un coup je vois de ces éléments, dits pronoms personnels, je, également tu, qui s'inversent. Hein, je, et toi qui es là, moi, je, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein, je, tu s'échangent constamment. Hein. Donc celui qui était en place tu prend la position en je et dit je, et puis du coup l'autre devient tu, et peut-être. Bon. Donc, ce jeu dont. Alors,
qu'est-ce que c'est que l'énonciation, que ces éléments, je tue? En fait, ils renvoient, vous voyez, on est obligé de sortir de l'énoncé et on dit qu'ils ancrent l'énoncé dans la situation. Et renvoient à qui est là et qui parle. Il y a je, il y a tu, il y a vous, il y a nous. Vous voyez? En revanche, il, elle, renvoie à des énoncés précédents ou annonce un énoncé à venir. Donc vous voyez, vous avez des éléments qui ne sortent pas, on pourrait dire, des énoncés, et il y en a qui en sortent pour ancrer le produit de l'activité, l'énonciation, dans la situation. Oui, oh, c'était une femme charmante. Et on va tenir un discours sur je, pour dire qui a dit je, et qui était ce je qui a participé à l'activité dont on a les traces par l'usage de je. Voilà, donc certaines formes. Alors, deuxième remarque de Benveniste, je, nous et tu, vous sont des vraies personnes, dit-il. Productrices d'énoncés, ce qui n'est pas le cas de il ou elle. Il ou elle, c'est un pronom mis à la place d'un nom qu'on a fait travailler dans une syntaxe, un énoncé. Pierre était parti de grand matin, sa gypsière à l'épaule, les patatis et patata. Voilà. Bien le petit chaperon rouge, si vous préférez. Là, on est dans la linéarité de l'énoncé, de la narration, de l'histoire, etc. Voilà. Et donc, on peut leur prêter des discours, mais ils n'agissent pas directement. Alors que je et tu, eux, sortent, on pourrait dire, de l'énoncé et se signalent comme vraies personnes dans la situation, où a été produit l'énoncé. D'accord ? Donc, certaines formes ne sont donc interprétables qu'en relation avec l'activité d'énonciation et la situation à laquelle elle contribue. D'accord? Et Benveniste, c'était dans les années 50, si je ne dis pas de bêtises, 50, 60, développe donc une linguistique de l'énonciation qui s'intéresse plus particulièrement notamment au sens, comment il fonctionne dans ces conditions, dans cette situation. Alors, pratique langagière et langage dans l'action. Là, j'en viens à mon troisième point. Je vais essayer d'aller un peu vite quand même. Je vois Florence qui est collée. Il faut mettre le turbo. Comment vous avez partagé? On ne s'est pas trop partagé. Donc, je vais essayer d'aller vite, et si vous voulez, ce serait bien qu'il y ait peut-être une feuille de présence qui circule, et puis je vous enverrai le fichier. Donc, comme ça, si je saute des diapos... Il sera en ligne. Il sera en ligne. Bon, formidable. Alors, avec ce troisième point, c'est celui, je pense, qui nous intéresse le plus pour Société Plurielle et dans une perspective d'interdisciplinarité. Ce que j'ai dit, c'est ici que la linguistique devient intéressante pour les autres sciences humaines et sociales. Bon, j'exagère un peu, mais bon. Alors, elle est caractérisée par une omniprésence des pratiques langagières, qui sont vraiment donc des formes situées en contexte, des pratiques langagières. Elle caractérise le quotidien des... Alors, vous voyez, elles ouvrent immédiatement sur toutes sortes d'activités, de secteurs, pratiques professionnelles et institutionnelles qui mettent en œuvre des compétences discursives spécifiques. Autrement dit, là, on retrouve le langage omniprésent dans toutes les activités, avec ses règles, avec son vocabulaire, avec sa configuration de la réalité que l'activité, que l'institution produit, et à partir de laquelle elle va, si c'est des médecins, définir ce qui est normal, pas normal, etc. Et puis, omniprésence des pratiques langagières, mais étroitement imbriquée dans d'autres types d'activités. Alors, je vous ai mis dans les carrés bleus, vous voyez, du côté des pratiques langagières, c'est rédiger un rapport, discuter d'un cas avec un collègue, conseiller un client, remplir un formulaire, répondre à une plainte, participer à une réunion de travail. Ah, mais on fait comment? Et tout de suite, il faut apprendre les façons de faire. Et là, le langage est une façon de participer, d'agir dans tel cadre, dans telle situation. Et puis, les autres types d'activités, par exemple, après concertation, le chirurgien décidera du mode opératoire. On discute avec des confrères, tout ça. Bon, alors finalement, ok, on opère comme ça, et c'est ce qu'on fait de telle et telle manière, entendu.
Même chose après écoute des échanges entre juge, accusation, défense, la cour va décider. Vous êtes coupable. Non, non, non. Si. Mais il y a eu avant toute une interaction, bien entendu, activité langagière, qui a peu à peu abouti à la conclusion de la Cour. La Cour estime être suffisamment informée pour pouvoir décider. Et là, on est en plein dans quand dire c'est faire, je vous déclare coupable, crac, ou marié, ça. Bon. C'est pareil. Alors, une chose importante, donc les pratiques langagières s'intéressent au langage, non pas sur l'action. On va décrire comment, vous savez, dans les cours de danse, vous faites comme ci, vous faites ça, il y a tout un vocabulaire des mouvements, de la gestuelle, des postures, de la position des pieds, patati patata, c'est du discours sur le mouvement. Là, ça va être, on va s'intéresser au langage dans l'action. C'est très, très utile comme opposition. Pour décrire l'émergence d'états, de faits, d'événements, de relations qui bougent, qui se durciront éventuellement dans des matérialités, des logiques d'action, des lois, des postures, des plans. Il faut passer d'une conception informationnelle du langage, dont je parlais tout à l'heure, le langage comme véhicule de contenu, donc le langage miroir de la réalité, transparent au monde, tout ça, à une conception, je suis désolé, c'est un peu du grec, praxéologique, qui considère le langage en l'appréhendant dans des activités langagières qui établissent des relations intersubjectives et sociales et qui interviennent publiquement sur le monde comme un mode d'action. C'est une façon de faire, parmi d'autres. C'est pourquoi l'étude de cette communication, de ces interactions, intègre dans les ressources dont disposent les membres des tas de choses qui ne sont pas verbales, des ressources qui ne sont pas verbales. Des gestes, des regards, des postures, des documents, des écrans, toutes sortes de machins qui viennent et qui prennent en charge la production et l'intelligibilité du sens. Et là, on parle de communication. Disons que c'est Goodwin qui a démarré ça à UCLA, ça a 15-20 ans, la communication multimodale. On a plusieurs modalités conjointes, coordonnées, des modes d'action. Communication multimodale. Et là, le langage, vous voyez comment une approche interactionnelle, finalement, du langage repousse les limites du langage, renonce à son homogénéité, tout en étant parfaitement capable de savoir ce qu'est linguistique et ce qui ne l'est pas, mais pour finalement montrer que le sens, c'est son objet principal, est construit, co-construit, rendu intelligible, c'est extrêmement important. Il faut que chacun comprenne ce qu'on fait et comment on peut y apporter à son tour sa part. Voilà. Donc, et voilà, apporter sa part pour participer à l'activité et l'accomplir, la mener à son terme. Ok. Alors, oh là là, il faut que j'accélère. Bon, donc dans une telle conception, le dire est un faire. On retrouve la praxis, praxéologie, etc. Alors, les activités verbales s'imbriquent dans d'autres activités, contribuent à construire leur intelligibilité, leur sens. Il n'est pas donné d'avance. Contribuent à imposer une certaine vision du monde, contribuent à imposer une interprétation du contexte de l'action en cours, contribuent à imposer une interprétation de l'action elle-même. On est vraiment dans l'univers de l'action. Ouais. Ok. Alors, écoutez, je vais sauter ça. Alors, maintenant, il s'agit de ce qu'on fait et ce qu'on se propose de faire dans l'axe 1, observer les pratiques, et notamment les trajectoires individuelles. Dans l'Observatoire des mobilités, il y a notamment se donner un terrain suffisamment restreint pour étudier, voir de près, comment les mobilités sont dotées de sens par les individus qui agissent, bougent, font des choix, parlent dans cette recherche de solutions aux problèmes qu'ils vivent. Pas forcément pour en parler, mais pour user de ressources langagières, par exemple dans un entretien d'embauche, pour se faire embaucher par un restaurateur qui veut quelqu'un de très soumis, docile et qui n'a aucun savoir particulier. Alors, ancien comptable à Dakar,
eh ben, il va se présenter, oh oui, moi je suis prêt, oh là là, je veux du travail, c'est tout, j'ai beaucoup d'énergie, je suis très motivé. Et voilà. On le voit qu'il va utiliser les ressources du français tel qu'il y a eu accès, tel qu'il l'a appris, c'est nettement du français langue seconde ou du français FLE, français langue étrangère, et qui va être utilisé en même temps pour montrer combien il est dépendant de ce patron qui va le sauver d'une situation extrêmement difficile et qui ne peut pas durer trop longtemps. Alors après, on va voir comment... Alors ça, c'est ce que fait une de nos doctorantes dans le cadre d'une association centrée sur les pratiques et les entretiens dans la bouche. Voilà. Bon, voilà, donc observation des processus langagiers en insistant sur les méthodes. On retrouve l'inspiration ethnométhodologique. On n'agit pas au hasard. Il y a des méthodes par lesquelles les membres d'un groupe effectuent certaines activités, maintiennent des points de vue, attribuent un sens à des situations, le modifient parce que ça ne leur convient pas, etc. Donc on voit les participants faire travailler les formes pour qu'elles aillent là où ils veulent que le sens aille et que la logique d'action en découle, la logique qu'ils souhaitent. Alors l'observation des pratiques sociales dans leur contexte, en même temps, évidemment, on va analyser le dire dans l'action et non pas le dire sur l'action, comme ça se fait souvent dans les enquêtes par questionnaire, par entretien et tout, où là on obtient des discours sur quelque chose. Et bon, c'est une activité parmi d'autres qui est sociale, qui apporte de l'information et tout, mais qu'il faut analyser de ce point de vue. Si on adopte le point de vue praxéologique sur le langage, et pas seulement un véhicule d'information qui renvoie au monde tel qu'il est, quoi. Alors, observer les pratiques, on entre dans le détail, on prend, ah oui, très important, la prise en considération du point de vue des membres. Jusque-là, si vous reprenez par exemple Bourdieu, vous savez qu'il y avait quelques scrupules à dire combien l'ouvrier de Billancourt était totalement déterminé par l'institution, le système, le capital, etc., de telle sorte que lui qui défend sa liberté, lutte, etc., il ne faut pas lui dire qu'il n'est pas libre, qu'il est complètement surdéterminé par les rudes structures sociales auxquelles il ne peut rien. Et donc, pour ne pas désespérer Billancourt, eh bien, le sociologue se tait. Lui qui sait ne va pas dire. Mais en gros, il se posait, Bourdieu a quand même bougé au cours de sa carrière, de sa vie, mais pendant tout un temps, il a été celui qui savait, qui observait, avait les outils du sociologue, de l'intellectuel, de tout ce que vous voudrez, pour comprendre ce que l'individu ordinaire ne peut pas comprendre, enfin, il ne peut pas savoir, le pauvre malheureux. C'est ce que les ethnométhodologues appellent avoir une posture ironique sur l'autre dont on étudie les réalités, les mouvements, les ambitions, etc. Là, l'ethnométhodologie adopte un point de vue d'indifférence. Oui. Ok. Mais donc là, le point de vue adopté, c'est extrêmement important, c'est le point de vue dit énique. C'est celui des participants. Et l'observateur, le savant, entre guillemets, est le nul qui ne sait rien et qui veut atteindre aux façons dont les choses sont faites. Et comment le sens devient interprétable. L'ethnologue, l'ethnographe de terrain connaît ça très bien. Au début, il ne connaît que dalle. Il ne comprend rien. Il faut qu'il apprenne comment font les gens et où gît le sens. Voilà. On est dans ce traitement... Ouais. Donc, et les pratiques langagières sont un objet d'analyse, pas une ressource pour nourrir l'argumentation. Voilà. Alors, je vois que... bon, alors je m'arrête avec la catégorisation sociale. On en a eu un cas récemment, avec la mort de ce jeune zéliste. Qu'est-ce que c'est la police qui... est-ce que c'est une bavure? Est-ce que... Non, non, pas une bavure. C'est le manifestant, malheureusement, qui s'est déplacé au mauvais moment dans la nuit. Il a pris une grenade qui ne le visait pas, etc., etc. Donc, on débat de... que va-t-on faire du fait? Il y a des faits, il y a indéniablement une réalité. Comment la catégorise-t-on? Et à partir du moment où elle est catégorisée, alors les savoirs archivés dans la catégorie permettent d'inférer ça, des décisions, etc. Donc c'est hyper important. Vous voyez, bavure, accident, légitime défense, bon, vous savez ce qui se passe aux États-Unis avec la police en ce moment, etc. Bon, donc les catégorisations des acteurs sont solidaires de celles des actions, des contextes, des événements.
Voilà. Ensuite, ben voilà, il y avait juste un exemple. Il est court, il est rapide, si ça ne vous ennuie pas. Je vous laisse le temps, c'est de l'anglais, mais il y a la traduction dessous. It's where girls and fellas meet, isn't it? People go there. Voilà, vous voyez, A, qui est un avocat qui défend un garçon accusé de viol. Il dit, bon, c'est dans un endroit, n'est-ce pas, il s'adresse à W, qui est la jeune fille plaignante, qui se plaint d'avoir été violée. Donc, l'objectif, c'est que A configure la situation de telle sorte qu'on puisse en inférer une situation qui ne conduit qu'à une activité sexuelle. Et vous voyez qu'il y a girls and fellows meet. C'est des filles et des garçons, des mecs. Oui, ça ne dit pas, mais ça oriente vers. Et regardez comment W reformule. Elle dit people go there. Et l'opposition homme-femme n'a aucune importance. Elle n'est pas pertinente pour la situation telle qu'elle était quand machin est venu. Et après, vous avez and during that evening, didn't Mr. son nom, come over to sit with you? Non, donc, non. Est-ce que monsieur n'est pas venu s'asseoir avec vous? Presque une seconde de pause. Vous voyez, c'est dire combien l'enjeu est important dans le choix des mots, dans la catégorisation des éléments qui viennent décrire la situation, la succession des activités. Sat at our table. C'est assis à notre table. Il n'est pas venu s'asseoir avec moi. Voilà, vous avez un tout petit truc, c'est Paul Drew qui a présenté. Il y a eu pas mal d'études justement d'interaction dans les tribunaux qui montrent très bien cette extrême sensibilité à la catégorisation des éléments qui constituent la situation, d'où l'on infère ensuite des logiques d'action. Et là, on a deux logiques qui s'opposent. Et on voit très bien comment, et ça réagit relativement vite, et W est extrêmement attentif à éliminer tout ce qui relève du sexe. Non, c'est du groupe, c'est des... Bon, on va inférer, ah oui, c'était juste amitié, quoi, comme on... Et l'autre dit, non, c'est du sexe, c'est garçon-fille. Bon, voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long.